Élodie se tenait devant son chevalet, le soleil de fin d'après-midi pénétrant à travers la fenêtre de son minuscule atelier, projetant une lueur chaleureuse sur la pièce. L'odeur familière de la peinture et de la térébenthine l'enveloppa comme une étreinte réconfortante. Elle était perdue dans son monde de couleurs et de textures, son pinceau dansant sur la toile alors qu'elle capturait la beauté du village pittoresque qui l'entourait. Les verts vibrants des collines, les blancs et roses délicats des fleurs de cerisier en fleurs, tout a pris vie sous sa main experte. Son village, niché au cœur de la France, était un lieu pittoresque, avec ses rues pavées et ses charmantes maisons ornées de fleurs. C'était un endroit où le temps semblait s'être arrêté, où des murmures de rire résonnaient dans les ruelles étroites et où chacun se connaissait par son nom. Pourtant, pour Élodie, le cadre idyllique contrastait fortement avec la tourmente qui couvait dans l'enceinte de sa maison. Pendant qu'elle peignait, son esprit s'égarait vers ses rêves de devenir une artiste de renom, de présenter son travail dans des galeries à travers Paris, d'être célébrée pour son talent. Mais ses rêves ressemblaient à des bulles fragiles, facilement éclatées par la dure réalité de la situation de sa famille. Son père, Pierre, avait toujours été un travailleur acharné, dirigeant un petit magasin vendant de l'artisanat local, mais le poids des difficultés financières commençait à l'écraser. Cela se manifestait par les rides profondes gravées sur son front, la façon dont ses épaules s'affaissaient sous le poids des dettes croissantes et les regards désespérés qu'il jetait sur les factures qui s'empilaient sur la table de leur cuisine. Élodie. L'appela la voix de Pierre en bas, l'attirant de sa rêverie. Elle hésita, son pinceau planant au-dessus de la toile, les couleurs vibrantes momentanément oubliées. Élodie, il faut qu'on parle. Un frisson lui parcourut le dos. L'urgence du ton de son père était troublante. Elle posa son pinceau et s'essuya les mains sur son tablier, la peinture maculant sur le tissu. Prenant une profonde inspiration, elle sortit de son sanctuaire, la chaleur du soleil remplacée par l'air frais de sa maison. Dans le petit salon, Pierre était assis au bord du canapé usé, les mains étroitement jointes. La pièce était faiblement éclairée, des ombres s'insinuaient alors que le soleil disparaissait sous l'horizon. Élodie sentit une boule se former dans son ventre à mesure qu'elle s'approchait de lui. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» demanda-t-elle en se forçant un sourire qui ressemblait plus à un masque qu'au reflet de ses véritables sentiments. Il la regarda, les yeux voilés d'inquiétude. « J'ai essayé de comprendre, Élodie. Vous savez que le magasin ne va pas bien. Les dettes s'accumulaient, je ne sais pas combien de temps encore nous pourrons tenir. » Élodie sentit son cœur se serrer. « Je pensais que les choses iraient mieux. Vous avez dit que les touristes reviendraient. » J'avais tort, a-t-il admis en passant une main dans ses cheveux clairsemés. J'ai pensé qu'il pourrait y avoir une autre façon de résoudre nos problèmes. L'air dans la pièce était lourd, rempli de mots non prononcés. Élodie déglutit difficilement, sentant le changement d'atmosphère. « Que veux-tu dire, papa ? De quoi parles-tu » Pierre hésita, son regard se tournant vers le sol comme si le sol lui-même pouvait permettre d'échapper à la conversation. Il y a un homme d'affaires, Gérard, qui était en ville. Il s'intéresse à, il s'intéresse à toi. Que veux-tu dire ? La voix d'Élodie tremblait, un mélange de confusion et d'effroi l'envahissait. Il pourrait nous aider, Élodie. Il est riche. Il pourrait rembourser nos dettes. Mais, il y a un prix. Il veut que tu lui vendes ta virginité. Les mots restaient en suspens, un aveu glaçant qui laissa Élodie sous le choc. Quoi ? Non. Je ne ferai pas ça. Sa voix s'éleva, remplie d'incrédulité et de colère. Comment as-tu pu suggérer une chose pareille ? Élodie, s'il te plaît. Vous ne comprenez pas. Nous sommes désespérés. J'ai tout essayé. C'est le seul moyen de sauver notre famille. La voix de son père se brisa et elle put voir le désespoir gravé sur ses traits. Élodie sentit sa poitrine se serrer, une tempête d'émotions grouillant en elle. La loyauté envers sa famille se heurtait à ses valeurs, créant une cacophonie de troubles. « Je ne serai pas un pion dans ton jeu, papa. Je ne te laisserai pas me vendre. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Pierre se leva, sa frustration bouillonnant. « Tu penses que je veux ça ? Tu penses que c'est facile pour moi de te demander ça ? Je le fais pour vous, pour nous. Si nous ne le faisons pas, nous perdrons tout. » Élodie recula, le cœur battant dans sa poitrine. « Nous pouvons trouver un autre moyen. Je peux travailler, je peux aider dans le magasin. Tout sauf ça. Pensez-vous que c'est aussi simple ?
La voix de Pierre était dure, ses yeux brillaient de colère. Tu crois que je n'y ai pas pensé? Personne ne veut t'acheter dans un magasin en faillite. Tu es la seule chose de valeur qui nous reste. Valeur? Cracha Élodie, la voix empreinte d'amertume. Je ne suis pas une marchandise, papa. Je suis ta fille. Le visage de Pierre s'adoucit un instant, une lueur de regret traversant ses yeux. Je sais, Élodie. Je sais. Mais le désespoir nous pousse à faire des choses que nous n'aurions jamais imaginé faire. S'il vous plaît, réfléchissez Pensez à notre famille. Élodie se détourna, ayant l'impression que les murs se refermaient sur elle. Elle avait besoin d'air, d'échapper à la réalité suffocante des paroles de son père. Je ne peux pas faire ça, murmura-t-elle, à peine capable d'exprimer ses pensées. Sans attendre de réponse, elle s'est précipitée hors de la maison, le cœur battant. L'air frais du soir la frappa comme une vague, l'enracinant dans le présent. Elle errait dans les rues pavées, les paysages familiers lui paraissant désormais étrangers et peu accueillants. Les rires des enfants qui jouaient, l'odeur du pain fraîchement sorti du four qui s'échappait de la boulangerie, tout semblait assourdi, éclipsé par le poids de la proposition de son père. Tandis qu'elle marchait, son esprit s'emballait. Comment son père pouvait-il même penser à une chose pareille? L'idée d'être vendue, d'abandonner son corps contre de l'argent, la rendait malade. Il ne s'agissait pas seulement de l'acte lui-même, il s'agissait de la violation de son être même, de son autonomie, de ses rêves. Élodie! Cria une voix, brisant sa spirale de pensée. Elle leva les yeux et vit Luc, son ami d'enfance, courir vers elle. Ses cheveux noirs étaient ébouriffés, un sourire éclatant sur son visage. Et voilà! Je te cherchais. Luc, répondit-elle en se forçant à sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Que faites-vous ici? Je voulais voir si tu allais bien. Vous aviez l'air un peu bizarre plus tôt. Il étudia son visage, l'inquiétude gravée dans ses traits. Qu'est-ce qui ne va pas? Élodie hésita, les mots lui bloquant la gorge. Comment pouvait-elle expliquer la tourmente qui l'habitait? C'est juste, des affaires de famille, dit-elle finalement, essayant de paraître décontractée. Des trucs de famille? Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Luc s'approcha, sa présence étant un baume réconfortant contre sa détresse. Elle voulait se confier à lui, exprimer toute la douleur et la confusion qui tourbillonnaient dans son esprit, mais elle ressentait un besoin irrésistible de le protéger de la dure réalité à laquelle elle était confrontée. Il n'y a rien que je ne puisse gérer, mentit-elle, espérant le convaincre, ainsi qu'elle-même. Eh bien, si jamais tu as besoin de parler, je suis là, dit-il, sa sincérité transparaît. Je reviens tout juste du marché. Ils ont les fraises les plus étonnantes. Tu veux en prendre? Élodie hocha la tête, reconnaissante pour la distraction. Bien sûr, ça a l'air sympa. Tout en marchant côte à côte, Luc discutait du marché, des nouveautés et de l'artisanat exposé. Ces histoires légères l'ont attiré, repoussant momentanément le poids de sa situation au fond de son esprit. Elle sourit devant son enthousiasme, la chaleur de leur amitié l'enveloppant comme une couverture familière. Mais lorsqu'ils atteignirent le marché, les couleurs vibrantes et l'atmosphère animée ne faisaient que rappeler l'obscurité qui se cachait sous sa surface. Elle a regardé les familles se rassembler, les enfants rire et les couples se promener main dans la main, tout en se sentant comme une étrangère, piégée dans un monde où ses choix lui étaient arrachés. Élodie? La voix de Luc la ramena au moment présent. Es-tu avec moi? Désolée, oui, répondit-elle, se forçant à se concentrer. Je pensais juste. À propos de quoi? Il appuya doucement. Elle hésita, la vérité planant sur le bout de sa langue. Mais la peur de l'accabler de ses ennuis la retenait. Juste, à propos du futur, dit-elle finalement. Luc hocha la tête, sentant le poids de ses paroles. Ouais, ça peut faire peur. Mais quoi qu'il arrive, je sais que tu trouveras un moyen. Vous avez du talent et vous avez bon cœur. Merci, Luc, dit-elle, touchée par ses paroles. Cela signifie beaucoup d'entendre ça. Alors qu'il ramassait les fraises, Élodie ne pouvait se débarrasser du sentiment de malheur imminent qui la pesait. Le projet désespéré de son père résonnait dans son esprit, un rappel obsédant du choix auquel elle n'avait jamais voulu faire face. Elle réalisa que peu importe à quel point elle essayait d'y échapper, la réalité de sa situation l'attendait, tapie au coin de la rue. Et alors que le soleil se couchait sur le village, peignant le ciel dans des tons orange et roses,
elle ne put s'empêcher de dire. Chapitre 2. Pierre était assis à la table en acajou poli dans l'arrière-salle du café du coin, les mains légèrement tremblantes alors qu'il remuait les derniers restes de son café. L'air était chargé de l'odeur des croissants et du doux murmure des conversations. Dehors, le soleil projetait une lueur chaleureuse sur les rues pavées de leur pittoresque village français, mais à l'intérieur, Pierre sentait une étreinte glaciale de désespoir se resserrer autour de son cœur. Il jeta un coup d'œil vers l'entrée, son anxiété augmentant à chaque minute qui passait. Finalement, Gérard, le riche homme d'affaires, entra, sa présence attirant l'attention immédiate. Il était impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, ses chaussures brillaient comme de l'argent poli et un sourire narquois jouait sur ses lèvres, un homme qui se délectait de son pouvoir et de sa richesse. À mesure qu'il s'approchait, Pierre se leva pour le saluer, se forçant à sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Gérard, » dit Pierre d'une voix tendue mais cordiale. « Merci d'être venu. »« Bien sûr, Pierre. J'ai toujours du temps pour mes associés. » La voix de Gérard était douce, dégoulinante d'un faux sentiment de camaraderie. Il s'assit en face de Pierre, se penchant en arrière avec un air de domination désinvolte. Pierre déglutit difficilement, son esprit s'emballant. Il avait répété cette conversation des milliers de fois, mais les mots lui restaient en travers de la gorge. « J'apprécie votre volonté de discuter de notre arrangement. » Gérard se pencha en avant, les yeux plissés. « Tu sais ce que je veux, Pierre. C'est simple. Vous avez besoin d'argent et je peux vous le fournir. Mais il y a un prix. » L'implication restait lourdement en suspens, alors que le cœur de Pierre se serrait encore plus. « Je... » commença-t-il, mais les mots lui manquèrent. Au lieu de cela, il regarda la table, ses doigts traçant le grain complexe du bois. « Votre fille, » dit Gérard, d'un ton décontracté comme s'il discutait de la météo. « C'est une belle fille. Une vierge, je suppose ?» Le cœur de Pierre s'emballa. Il ressentit une bouffée de honte et de colère, mais le désespoir l'envahit. « Élodie n'est pas une marchandise, Gérard. C'est ma fille. » Pourtant, les circonstances en décident autrement, répond froidement Gérard. Avec le bon investissement, vos dettes pourraient disparaître. Tout ce que je demande, c'est une nuit. C'est un commerce équitable, n'est-ce pas? Pierre sentit la bile lui monter à la gorge. Il secoua la tête avec véhémence. Non. Je ne peux pas lui faire ça. Elle mérite mieux. L'expression de Gérard se durcit. Tu n'as plus d'option, Pierre. Je peux t'aider, mais tu dois être prêt à faire des sacrifices. Il ne s'agit plus seulement de vous, il s'agit de votre famille. Pendant que Pierre réfléchissait à la proposition, Élodie, sans le savoir, passait devant le café, le cœur lourd de la confrontation précédente à la maison. Elle avait besoin d'échapper aux paroles oppressantes de son père, dont le poids du désespoir pesait sur elle comme une couverture suffocante. Elle avait toujours trouvé du réconfort dans son art, et aujourd'hui ce n'était pas différent. Avec son carnet de croquis sous le bras, elle recherchait le confort du bord de la rivière, où elle pouvait se perdre dans la beauté de la nature. Mais alors qu'elle s'arrêtait pour admirer la vue, un son attira son attention, une voix élevée venant de l'intérieur du café. La curiosité piquée, elle se rapprocha, regardant par la fenêtre. Son cœur s'emballa en reconnaissant son père et la figure imposante de Gérard. C'est un commerce équitable, n'est-ce pas? La voix de Gérard flottait jusqu'à ses oreilles, douce mais empreinte d'un tranchant indubitable. Le ventre d'Élodie se tordit alors qu'elle s'efforçait d'en savoir plus. Non. La voix de Pierre résonna dans l'air, remplie d'un mélange de colère et de peur. Je ne vendrai pas ma fille. Le souffle d'Élodie se bloqua dans sa gorge. Elle avait l'impression que le sol avait bougé sous elle, le monde basculant sur son axe. Qu'est-ce que son père acceptait? Quel genre d'accord pourrait-il envisager? Elle se pencha plus près, le désespoir courant dans ses veines. Alors ne perdons pas de temps les uns pour les autres, répondit froidement Gérard. Tu sais où me trouver si tu changes d'avis. Le bruit d'une chaise raclant le sol résonna alors que Gérard se levait pour partir. Élodie eut à peine le temps de se cacher derrière un arbre voisin qu'il sortit, scrutant la rue des yeux avant de s'éloigner d'un pas nonchalant. Le cœur battant, Élodie prit un moment pour rassembler ses pensées, l'esprit s'emballant avec les implications de ce qu'elle venait d'entendre. La réalité du désespoir de son père s'écrasa sur elle comme une vague, et elle sentit une peur profondément ancrée s'installer dans sa poitrine. Elle ne supportait pas l'idée d'être vendue, d'être traitée comme un objet, un simple outil pour réparer les erreurs de son père.
Alors qu'elle rentrait chez elle, l'esprit d'Élodie était un tourbillon d'émotions. Elle s'est retrouvée aux prises avec un sentiment de trahison. Comment son père pouvait-il même envisager cela? Elle entra dans la maison, le cœur lourd du fardeau de la connaissance qu'elle était trop lourde à supporter seule. Élodie. La voix de Pierre retentit, pleine d'un mélange d'urgence et de reproche. Où étais-tu? Je suis allée me promener, répondit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai besoin de te parler, dit-il en faisant les 100 pas dans le petit salon. Ses yeux étaient fous et Élodie pouvait voir les lignes d'inquiétude gravées sur son visage. Nous devons discuter de notre situation. Est-ce à propos de Gérard, demanda-t-elle, le cœur battant. Que voulait-il? Pierre serra les poings, son expression passant du désespoir à la colère. Je fais ce qu'il faut pour nous protéger, Élodie. Il faut comprendre cela. Protégez-nous, répéta-t-elle, incrédule. En me vendant? Comment as-tu pu envisager cette idée? Élodie, écoute. Commença Pierre, mais elle l'interrompit. Non, écoutez. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit de ma vie. Mon avenir. Les larmes lui montèrent au coin des yeux et elle ressentit un élan de défi. Vous ne vous exposez pas seulement à des risques, tu me mets en danger. L'expression de Pierre s'adoucit un instant, la culpabilité éclatant sur ses traits. Je ne voulais pas que tu le saches. Je pensais pouvoir trouver une solution sans t'impliquer. Mais les dettes, elles nous étouffent. Élodie secoua la tête, la voix tremblante. Je ne peux pas croire que tu puisses même envisager cela. Tu es mon père. Tu es censé me protéger, pas me vendre. Dans un moment de désespoir, Élodie tourna les talons et sortit en courant de la maison. Elle avait besoin de s'échapper, de trouver quelqu'un qui pourrait l'aider à donner un sens à ce cauchemar. Son esprit se tourna instinctivement vers Luc, son ami d'enfance, celui qui avait toujours été là pour elle. Alors qu'elle atteignait la lisière du village, le parfum familier des pins et des fleurs épanouies remplissait ses poumons, mais la beauté du paysage lui semblait lointaine, obscurcie par la tempête qui couvait en elle. Elle aperçut Luc assis sur un banc, dessinant la scène devant lui, les sourcils froncés par la concentration. « Luc !» cria-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Il leva les yeux, surpris, et laissa immédiatement tomber son crayon, se précipitant à ses côtés. « Élodie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Luc, l'inquiétude gravée sur son visage. « C'est mon père, dit-elle, la voix tremblante. Il a passé un marché avec Gérard, il veut me vendre. » Quoi? Les yeux de Luc s'écarquillèrent sous le choc. « C'est fou. Vous ne pouvez pas le laisser faire ça. » Je ne sais pas quoi faire, Luc. Je me sens piégé, a-t-elle admis, sa détermination s'effondrant. Élodie, tu n'es pas prise au piège. Nous trouverons un moyen de nous en sortir, a-t-il juré, la détermination allumée dans ses yeux. Nous devons juste réfléchir. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Ils s'assirent ensemble sur le banc, Élodie exprimant ses craintes et ses frustrations tandis que Luc écoutait attentivement, l'expression inébranlable. Je ne peux pas croire qu'il ferait ça, a-t-elle déclaré en essuyant ses larmes. Je veux juste être libre de poursuivre mon art, de vivre ma vie sans tout ça, cette obscurité. Luc hocha la tête, la mâchoire serrée. Alors c'est pour cela que nous nous battrons. Nous devons élaborer un plan pour confronter ton père, lui faire comprendre que ce n'est pas la solution. Élodie inspira profondément, le poids des paroles de Luc suscitant en elle une lueur d'espoir. Tu penses vraiment que nous pouvons le faire changer d'avis? Je sais que nous pouvons, dit fermement Luc. Nous avons juste besoin de rassembler quelques ressources, peut-être même de parler à des personnes qui pourraient nous aider. Tu n'es pas seul dans ce cas, Élodie. Alors qu'il commençait à réfléchir, le soleil descendit plus bas dans le ciel, projetant une lueur chaleureuse sur leur petit village. Pour la première fois depuis qu'elle a entendu la conversation de son père, Élodie sent monter en elle un sentiment de détermination. Elle ne permettrait pas que sa vie soit dictée par les choix de son père ou par l'avidité de Gérard. Mais alors qu'ils étaient sur le point d'approfondir leur plan, une ombre s'abattit sur eux. Élodie et Luc levèrent les yeux et trouvèrent Gérard debout devant eux, toujours aussi imposant. « Ah, quelle belle scène !» dit-il, un sourire méchant s'étalant sur son visage. « Nous préparons votre évasion, n'est-ce pas ?» Le cœur d'Élodie s'emballa, la peur coulant dans ses veines. Luc se rapprocha instinctivement d'elle, faisant intervenir ses instincts protecteurs. « Que veux-tu,
Gérard? Élodie a demandé. Élodie se tenait dans le salon faiblement éclairé de la modeste maison familiale, les ombres du soir s'insinuant et se mêlant à ses pensées. L'air était chargé d'une tension inexprimée, son cœur battait à tout rompre alors qu'elle faisait face à Gérard, le riche homme d'affaires que son père avait amené dans leur vie avec un sentiment d'urgence qui lui semblait étranger. Il était habillé impeccablement, son costume ajusté serrant ses larges épaules, dégageant un charme qui la fascinait et la repoussait à la fois. Son sourire était doux, presque trop poli, et il fit frissonner Élodie. « Élodie, ma chère, dit Gérard d'une voix douce comme de la soie, je comprends que cela doit être bouleversant pour toi. Mais pense aux opportunités que cela pourrait créer pour ta famille. Un petit sacrifice maintenant pourrait signifier un avenir meilleur. » Ces paroles étaient empreintes d'une douceur qui lui retournait l'estomac. Élodie se sent coincée entre les espoirs désespérés de son père et ses propres valeurs. Elle voyait la façon dont son père regardait Gérard, les yeux remplis d'un mélange d'admiration et d'avidité, et cela lui donnait envie de crier. « Tu ne comprends pas, répondit-elle, la voix tremblante mais ferme. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit de moi. Je ne suis pas une monnaie d'échange. » Gérard se pencha légèrement en arrière, son sourire narquois s'effaçant un instant avant de retrouver son calme. « Oh, mais tu le es, Élodie. Tu as quelque chose de très précieux et tu le sais. Ton père essaie simplement de tirer le meilleur parti d'une situation désastreuse. Nous devons tous faire des sacrifices dans la vie. » La colère d'Élodie éclata face à sa condescendance. « Des sacrifices? Vous voulez dire me vendre? Ce n'est pas un sacrifice. C'est de l'exploitation. » Elle croisa les bras, essayant de se protéger de son regard, qui lui donnait l'impression de décoller ses couches. « Des mots tellement forts pour quelqu'un dans votre situation, dit Gérard, imperturbable. Mais vous devez comprendre que le monde n'est pas aussi noir et blanc qu'on pourrait le penser. Il existe des zones grises où les accords sont conclus, et parfois, vous devez jouer le jeu pour gagner. » Il fit une pause, laissant ces mots pénétrer. « Pense à ton père. Pense à ta maison. » Son cœur se serra à la mention de son père. L'homme qui avait été son héros, désormais réduit à l'ombre du désespoir, était prêt à la sacrifier pour se sauver. « Vous l'avez manipulé, accusa-t-elle en élevant la voix. Vous avez profité de ses faiblesses. » L'expression de Gérard changea, ses yeux se plissant légèrement. « Surveille ton ton, Élodie. Tu ne veux pas faire de moi une ennemie. Je pourrais ruiner ta famille plus vite que tu ne peux l'imaginer. » La menace planait dans l'air, lourde et suffocante. Se sentant petite et impuissante, Élodie se détourne, l'esprit emballé. Elle avait besoin de s'échapper de cette pièce, de cet homme, de cette situation. Elle jeta un coup d'œil vers la porte, le cœur battant dans sa poitrine. « Je dois y aller, » dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Bien sûr, » répondit Gérard, la voix débordante de fausse politesse. « Mais rappelez-vous, Élodie, chaque choix a des conséquences. Vous voudrez peut-être réfléchir très attentivement à vos prochaines étapes. » Sur ce, il se leva, sa présence dominant la pièce alors même qu'il se dirigeait vers la porte. En partant, Élodie sentit le poids de ses paroles peser sur elle. Elle avait envie de crier, de pleurer, de s'enfuir et de ne jamais regarder en arrière. Au lieu de cela, elle resta figée, son esprit s'emballant en pensant à Luc. Il avait toujours été son point d'ancrage, la seule personne qui la comprenait, qui la voyait telle qu'elle était vraiment. Elle avait plus que jamais besoin de lui. Au moment où elle sortit, l'air frais de la nuit la frappa comme une vague, rafraîchissant mais frappant contre l'agitation qui l'habitait. Élodie se précipita dans la rue pavée, le cœur battant au rythme de ses pas. Les vues familières de son village lui semblaient étrangères, les maisons pittoresques et la douce lueur des lanternes rappelaient désormais son piégeage. Il fallait qu'elle retrouve Luc. Après ce qui lui parut une éternité, elle arriva au petit café où il passait des heures à parler de rêves et d'avenir. La porte s'ouvrit en grinçant et elle entra, ses yeux scrutant la pièce jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur Luc, qui était assis à leur table habituelle, dessinant quelque chose dans son cahier. Son front se plissa de concentration, il ne la remarqua pas au début. « Luc » appela-t-elle, sa voix étant un murmure haletant. Il leva les yeux, la surprise envahissant ses traits. « Élodie » Il se leva d'un bond et se précipita vers elle. « Que s'est-il passé ? Vous avez l'air affligé. » Elle ne savait pas comment expliquer tout cela, comment rendre l'horreur de la situation dans laquelle elle se trouvait. « C'est mon père et Gérard.
C'est tellement faux, balbutie-t-elle, les larmes aux yeux. L'expression de Luc passa de l'inquiétude à la détermination. Qu'a-t-il fait? Qu'a dit Gérard? Ils veulent que je... s'interrompit-elle, incapable de terminer la phrase. Le poids de sa réalité l'étouffait et elle sentit les larmes couler. Luc s'approcha, enroulant ses bras autour d'elle, lui permettant de se pencher contre lui pendant qu'elle pleurait. « Élodie, regarde-moi » dit-il doucement en se reculant pour croiser son regard. « Vous n'êtes pas seule dans ce cas. Nous allons le découvrir ensemble. Je le promets. » Elle inspira profondément, s'enracinant en sa présence. « Je les ai entendus parler, » dit-elle, sa voix étant désormais plus ferme. « Gérard est manipulateur. Ce n'est pas seulement un homme d'affaires, il a un passé d'exploitation des gens. Je ne peux pas le laisser faire ça à moi, à ma famille. » Luc hocha la tête, la mâchoire serrée par la détermination. « Alors nous avons besoin d'un plan. Nous ne pouvons pas le laisser prendre le contrôle. Rassemblons des preuves de son passé, montrons à votre père à quoi il a réellement affaire. Si nous le démasquons, peut-être qu'il reculera. » Élodie ressentit une lueur d'espoir. « Tu penses vraiment que ça marcherait? » « Il le faut, » répondit Luc, la détermination illuminant ses yeux. « Vous méritez de riposter et je serai à vos côtés. » Ils passèrent les heures suivantes au café, à réfléchir aux moyens de recueillir des informations sur Gérard. Élodie ressentait un sentiment d'urgence, chaque instant qui passait lui rappelait le tic-tac qui résonnait dans son esprit. Elle savait qu'elle devait agir vite avant que son père ne soit complètement pris au piège de la tromperie de Gérard. Alors que la soirée avançait, Luc sortit son téléphone et parcourait ses contacts. « J'ai quelques amis qui savent peut-être quelque chose sur Gérard. Allons vers eux. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et attendre qu'il agisse. » « D'accord, » acquiesça Élodie, le cœur battant dans un mélange de peur et d'excitation. Ils ont commencé à envoyer des SMS et à appeler, à la recherche de pistes susceptibles de les aider dans leur quête. Au moment où ils réfléchissaient, le téléphone d'Élodie vibrait avec un nouveau message. C'était de son père. « Élodie, il faut qu'on parle. Gérard revient demain. S'il vous plaît, soyez prêts. » Le message lui fit froid dans le dos. « Il revient » souffla-t-elle, la peur s'installant lourdement au creux de son estomac. L'expression de Luc se durcit. « Alors nous devons agir rapidement. Nous ne pouvons pas le laisser vous intimider à nouveau. Nous allons le confronter, nous lui montrerons qu'il ne peut pas simplement vous marcher dessus. » Élodie hocha la tête, sa détermination se durcissant. Elle savait que c'était sa chance. Avec Luc à ses côtés, elle ressentit un élan de courage. Ils affronteraient Gérard, et il ne reculerait pas. Alors qu'elle se préparait à l'affrontement, l'esprit d'Élodie bouillonnait de possibilités. Son père la soutiendrait-il? Verrait-il la vérité? Elle savait que les enjeux étaient élevés, mais elle savait aussi que c'était la voie à suivre pour reprendre sa vie en main. La soirée s'est terminée avec un mélange d'anxiété et d'espoir pour Élodie. Elle avait un plan et, pour la première fois depuis des semaines, elle sentit un soupçon de contrôle sur son destin. Avec le soutien indéfectible de Luc, elle était déterminée à affronter Gérard et à révéler la vérité, quel qu'en soit le prix. Élodie était assise dans la pénombre de sa petite chambre, la douce lueur de la lampe projetant des ombres sur les murs ornés de ses peintures. Chaque coup de pinceau qu'elle avait réalisé lui semblait désormais être un lointain souvenir, un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Au lieu de cela, elle se retrouva à griffonner furieusement dans son carnet, les pages se remplissant de ses pensées, de ses peurs et de la dure réalité de sa situation. L'acte d'écrire lui était étranger, mais il est devenu un refuge, une façon d'exprimer l'agitation qui la régnait. Elle fit une pause, son stylo flottant au-dessus du papier, réfléchissant à la manière de commencer. Quel mot pourrait traduire le désespoir qu'elle ressentait? Elle inspira profondément et écrivit, dans une ville où le soleil brille, des ombres se cachent dans le cœur des hommes. Au fur et à mesure qu'elle écrivait, ses émotions affluaient, chaque ligne témoignant de sa lutte contre la pression étouffante de son père et la menace imminente de Gérard. Pourquoi devrais-je être vendue comme une marchandise? Je ne suis pas une chose à échanger, a-t-elle écrit, sentant monter en elle une féroce indignation. Plus elle écrivait, plus elle se sentait forte. Ce n'était pas seulement un journal, c'était sa voix, sa résistance contre l'exploitation à laquelle elle était confrontée. Les heures passèrent et la lune était haute dans le ciel, projetant une lumière argentée à travers sa fenêtre. Élodie avait rempli plusieurs pages,
et pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit une lueur d'espoir. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose de plus avec ces mots. Partager son histoire pourrait être un moyen non seulement de se libérer, mais aussi de mettre en lumière la sombre réalité à laquelle tant de femmes sont confrontées en silence. Le lendemain, Élodie se rapproche du café du coin où Luc travaille souvent. L'arôme chaud du café fraîchement moulu l'enveloppa lorsqu'elle entra, le son familier des rires et des bavardages contrastant fortement avec son cœur lourd. Luc était derrière le comptoir, ses mains préparant habilement un cappuccino. Lorsqu'il aperçut Élodie, son visage s'éclaira d'un sourire qui chassa momentanément ses inquiétudes. « Élodie. On dirait que tu as travaillé dur, » dit-il en s'essuyant les mains avec une serviette. « Quoi de neuf ?» Elle hésita un instant, ne sachant pas comment partager sa nouvelle passion. « J'ai écrit » a-t-elle finalement admis, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Luc haussa un sourcil, intrigué. « En écrivant ? Sur quoi écrivez-vous » Élodie inspira profondément, le poids de son secret pesant sur elle. « À propos de tout. De ma vie, de mes combats, et de Gérard. » L'expression de Luc se transforma en inquiétude. « Élodie, tu sais qu'il est dangereux. Il faut être prudent. »« Je sais, » répondit-elle, sa détermination se durcissant. « Mais je veux l'exposer, montrer à tout le monde ce qu'il est vraiment. Je veux partager mon histoire de manière anonyme, peut-être même la publier. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, l'admiration vacillant en eux. « C'est courageux, Élodie. Mais comment comptez-vous faire cela ? » J'ai pensé à soumettre un article au journal local. Je pense que si les gens savaient ce qui se passe, ils ne le supporteraient pas. Luc s'appuya contre le comptoir, réfléchissant à ses paroles. Cela pourrait fonctionner. Mais vous aurez besoin de preuves, de quelque chose de concret pour étayer vos affirmations. Vous ne pouvez pas vous fier uniquement à votre histoire. Élodie hocha la tête, un plan se dessinant dans sa tête. Je rassemblerai tout ce que je peux. Conversations, documents, tout ce qui prouve la vraie nature de Gérard. Je veux m'assurer que ma voix soit entendue. La détermination dans ses yeux a enflammé quelque chose chez Luc. Je vais t'aider, Élodie. Nous ferons cela ensemble. Les jours se sont transformés en semaines alors qu'Élodie et Luc approfondissaient leur enquête. Ils passèrent d'innombrables heures à la bibliothèque, feuilletant des documents et des articles, à la recherche de toute information susceptible d'étayer les affirmations d'Élodie. Chaque nouvel élément de preuve découvert ne faisait qu'alimenter la détermination d'Élodie. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble autour d'une petite table encombrée de papier, Luc leva les yeux d'un dossier qu'il étudiait. « Élodie, as-tu pensé à la façon dont cela pourrait affecter ton père ?» Elle se raidit à l'évocation de Pierre. « Je ne peux pas penser à lui pour le moment. Il a fait son choix lorsqu'il a décidé de me vendre. Je comprends, mais c'est toujours ton père. Si vous dénoncez Gérard, cela pourrait avoir de graves répercussions sur votre famille. » Le cœur d'Élodie se serra à cette pensée. « Je sais, mais je ne peux pas laisser la peur dicter mes actions. Je ne serai plus un pion dans ce jeu. » Luc passa la table et lui prit la main. « Quoi que vous décidiez, je suis là pour vous. Promets-moi juste que tu feras attention. » Élodie lui serra la main, reconnaissante de son soutien. « Je le promets. » À mesure qu'ils poursuivaient leur travail, Élodie ressentait un sentiment d'utilité grandissant. Elle a rédigé son article avec ferveur, chaque mot étant un acte de défi contre les forces qui cherchaient à la contrôler. Lorsqu'elle a finalement terminé, elle l'a lu encore et encore, s'assurant qu'il capturait l'essence de son expérience. Le jour où elle a décidé de soumettre son article lui a semblé monumental. Élodie se tenait devant le bureau du journal local, le cœur battant dans la poitrine. Le bâtiment se dressait devant elle, symbole à la fois d'espoir et de peur. Prenant une profonde inspiration, elle entra, les paumes moites contre le papier frais de son article. La réceptionniste leva les yeux de son bureau, un sourire amical sur le visage. « Puis-je vous aider ?» Élodie s'approcha du bureau, la voix légèrement tremblante. « J'aimerais soumettre un article pour publication. »« Bien sûr. Remplissez simplement ce formulaire et j'y jetterai un œil. » En serrant la main, Élodie remplit les informations nécessaires, l'esprit emballé. Et s'il le rejetait? Et s'il n'était pas publié? Après ce qui lui parut une éternité, elle remit le formulaire et son article à la réceptionniste. « Merci, » dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Ne t'inquiète pas, chérie.
Nous recevons beaucoup de soumissions, mais nous vous répondrons bientôt, lui a assuré la réceptionniste d'un ton chaleureux et encourageant. Élodie a quitté le bureau avec un mélange d'exaltation et d'effroi. Elle avait fait un pas en avant, mais le poids de l'incertitude pesait sur elle. Son père le découvrirait-il? Que ferait Gérard en lisant ces paroles? Au fil des jours, Élodie avait de plus en plus de mal à se concentrer sur autre chose. Elle ne pouvait pas se débarrasser de la peur qui l'obscurcissait à chacun de ses mouvements. Elle se confiait à Luc lors de leur rendez-vous quotidien, sa présence étant un réconfort dans sa tourmente. « Avez-vous eu des nouvelles du journal ?» a-t-il demandé un après-midi, l'inquiétude gravée sur son visage. « Non », répondit Élodie en se mordant la lèvre. « Je ne peux m'empêcher de penser qu'ils n'ont pas aimé ça. » Luc secoua la tête. « Tu ne peux pas penser comme ça. Vous avez écrit quelque chose d'important. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils en reconnaissent la valeur. » Élodie hocha la tête, essayant de croire ses paroles, mais le doute la rongeait. Puis, en fin d'après-midi, alors qu'elle rentrait chez elle, elle a remarqué un groupe de personnes rassemblées devant sa maison. La panique envahit sa poitrine alors qu'elle s'approchait, son cœur battant la chamade. « Élodie !» cria Luc en se précipitant vers elle. « Vous devez voir ça. » Il lui tendit un exemplaire du journal local et son cœur se serra en lisant le titre. Un artiste local révèle les sombres secrets de la richesse et de l'exploitation. Son article avait été publié et son cœur battait à la fois d'exaltation et de terreur. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, la voix tremblante. Luc se pencha plus près et lisait par-dessus son épaule. « Tu as réussi, Élodie. Les gens vont lire vos mots. » Mais au moment où elle tournait la page, la gravité de la situation la frappait. L'article contenait des détails sur sa famille, les dettes de son père et des liens implicites avec Gérard. « Que ai-je fait ?» souffla-t-elle, l'horreur l'envahissant. À ce moment-là, elle a repéré une silhouette familière dans la foule, son père. Son visage était un masque de fureur et d'incrédulité alors qu'il traversait le rassemblement, les yeux flamboyants. « Élodie !» cria-t-il d'une voix retentissante. « Qu'avez-vous fait ?»« Père, je... » commença-t-elle, mais il l'interrompit, sa colère palpable. « Vous nous avez tout mis en danger, beugla-t-il, les poings serrés. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait ?» Le cœur d'Élodie s'emballa, la peur la saisit. « J'essayais de nous aider. Pour arrêter Gérard. Aidez-nous ? Vous nous avez ruinés. » La voix de Pierre était pleine de désespoir. « Pensez-vous que Gérard va laisser tomber ? Il viendra après nous. » Luc s'avança, essayant de désamorcer la situation. « Monsieur Pierre, ta fille essaie de s'élever contre l'exploitation qui existe dans cette ville. C'est important. » « Important ?» cracha Pierre en tournant son regard vers Luc. « Vous lui avez rempli la tête d'absurdité. C'est juste une fille qui joue avec les mots. » Élodie ressentit un élan de défi. « Je ne suis pas qu'une fille, père. Je suis une voix. Je ne serai plus réduit au silence. » La foule murmurait, leurs yeux oscillant entre le père et la fille. Élodie sentait le poids de leurs regards, leur attention lorsqu'elle assistait à cet affrontement. « Assez !» cria Pierre, sa voix résonnant dans la rue. « Vous ne comprenez pas de quoi vous parlez. Tu penses qu'écrire va sauver ?» Élodie se tenait au bord de la petite place de son pittoresque village français, le cœur battant dans sa poitrine. Le soleil commençait à se coucher, projetant une teinte dorée sur les rues pavées et les charmants bâtiments qui l'entouraient. C'était une belle soirée, mais un courant de tension sous-jacent emplissait l'air. Le soutien de la communauté s'était accru, et avec lui un sens des responsabilités pesait lourdement sur ses épaules. Elle sentait la présence de Luc à ses côtés, son soutien indéfectible, une constante réconfortante dans la tempête qu'était devenue sa vie. « Tu es prêt pour ça ?» demanda Luc, sa voix basse et ferme, un contraste saisissant avec le tourbillon d'émotions tourbillonnant en elle. Élodie se tourna vers lui, le cœur gonflé de gratitude. « Je ne sais pas, Luc. Et s'ils ne comprennent pas ? Et s'ils se retournent contre moi ? Ils ne le feront pas. Tu as quelque chose d'important à dire, Élodie. Et tu dois le dire, répondit-il, ses yeux rivés sur les siens avec une détermination farouche qui alluma en elle une flamme de courage. Tu n'es plus seule dans cette situation. En respirant profondément, Élodie hocha la tête, ressentant un mélange de peur et de détermination.
Le rassemblement n'était qu'à quelques instants et elle était sur le point de confronter non seulement Gérard mais aussi les idéaux mêmes qui avaient enfermé sa famille dans un cycle d'exploitation. Les habitants se rassemblaient et elle pouvait entendre leurs murmures de soutien, leurs murmures d'indignation contre les injustices trop longtemps cachées. Alors qu'ils se dirigeaient vers la scène de fortune, elle pouvait voir des visages familiers des voisins, des amis et même des inconnus qui s'étaient ralliés à sa cause, unis par un sens commun de la justice. Le cœur d'Élodie s'est gonflé d'émotion en réalisant à quel point son histoire avait trouvé un écho profond auprès des autres. Elle monta sur scène, la plateforme en bois craquant légèrement sous ses pieds. La foule s'est calmée, les yeux fixés sur elle, l'anticipation planant dans l'air. Elle prit un moment pour rassembler ses pensées, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle agrippait les bords du podium. « Merci à tous d'être là », commença Élodie, sa voix se stabilisant à chaque mot. « Je me tiens devant vous aujourd'hui, non seulement en tant qu'Élodie, mais en tant que personne qui a affronté les ténèbres de l'exploitation et la lutte du silence. » La foule murmura en réponse, et elle jeta un coup d'œil à Luc, qui lui fit un signe de tête encourageant. Prenant une profonde inspiration, elle poursuivit, « Pendant trop longtemps, nos voix ont été étouffées par la peur et la honte. Mon père, dans son désespoir, a cherché à vendre mon avenir à un homme qui prospère grâce au pouvoir et à la cupidité. Gérard n'est pas seulement un homme d'affaires, il représente tout ce qui ne va pas dans notre société. » Une vague de halètement parcourut la foule et Élodie ressentit le poids de leur indignation collective. Elle continua, sa voix montant avec passion. « Je sais que je ne suis pas le seul à avoir fait face à de telles horreurs. Beaucoup d'entre vous ont leurs propres histoires, des histoires qui méritent d'être entendues. Nous devons être unis, pas seulement pour nous-mêmes mais pour ceux qui ne peuvent pas parler. » La foule a éclaté d'applaudissements, un rugissement de soutien qui lui a fait frissonner le dos. Le cœur d'Élodie s'emballa alors qu'elle sentit l'énergie du moment la parcourir. Elle aperçut des visages familiers dans la foule, Madame Dupont, la vieille femme qui avait toujours encouragé son art, Jean, qui avait aidé son père dans de petits travaux, et même les écoliers qui la considéraient autrefois comme un modèle. Mais au milieu des acclamations, Élodie sentit une ombre se rapprocher. Elle pouvait sentir Gérard tapi à l'orée du rassemblement, sa silhouette imposante rappelant brutalement la menace qu'il représentait. Elle déglutit difficilement, sachant qu'il ne s'agissait plus seulement de son histoire. Il s'agissait de la lutte collective contre l'exploitation. « Aujourd'hui, j'appelle à la justice !» cria Élodie d'une voix claire. « Justice pour ceux qui ont souffert en silence. Justice pour chaque jeune femme et homme qui a été manipulé et exploité au profit d'autrui. » La foule rugit d'approbation et Élodie ressentit un élan de force. Elle pouvait voir la colère dans leurs yeux, une colère qui reflétait la sienne. Elle avait allumé quelque chose en eux, un feu qui ne pouvait plus être éteint. Mais alors qu'elle s'apprêtait à continuer, une voix coupa les applaudissements, vive et menaçante. « Et qu'est-ce que tu penses faire, Élodie ?» C'était Gérard qui s'avançait, son air confiant et intimidant. La foule se tut, la tension remontant dans l'air. Le cœur d'Élodie s'emballa face à lui, incarnation de ses peurs. « Je dis la vérité, Gérard. Vous ne pouvez pas me faire taire ni faire taire ceux qui sont à mes côtés. » Gérard gloussa, un son grave et sinistre qui lui fit froid dans le dos. « Vérité ? Votre vérité n'est qu'un fantasme d'enfant. Vous pensez que ce rassemblement va changer quelque chose ? Vous et votre petite bande de marginaux vous battez contre un géant. Vous perdez votre souffle. » Élodie tenait bon, la colère éclatant en elle. « Vous pensez peut-être que vous êtes intouchable, mais votre pouvoir repose sur la souffrance des autres. Nous vous exposerons tel que vous êtes vraiment. Ce n'est que le début. » Avec un ricanement, Gérard se pencha plus près, sa voix était un murmure menaçant. « Fais attention, Élodie. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Je peux faire de ta vie un enfer. Et ton père ? Bon, disons qu'il risque d'avoir des regrets si tu continues comme ça. » La foule haleta, une vague d'indignation les traversant. Élodie sentait la tension de Luc à côté d'elle, les poings serrés de colère. Mais au lieu de battre en retraite, elle ressentit un élan de défi. « Les menaces ne nous feront pas taire. » cria-t-elle, sa voix résonnant avec une force retrouvée. « C'est notre communauté, et nous ne nous laisserons pas intimider par votre richesse ou vos menaces. » La foule a de nouveau éclaté d'applaudissements, leur soutien l'enveloppant comme un bouclier protecteur. Élodie pouvait voir la flamme dans leurs yeux, une détermination partagée qui lui faisait se sentir moins seule. Elle se tourna vers eux, le cœur battant. «
Ensemble, nous lutterons pour la justice. Ensemble, nous demanderons des comptes à ceux qui nous exploitent. C'est notre position. » Alors qu'elle terminait, la foule a éclaté de joie, leur voix se mêlant à un puissant cœur de solidarité. Élodie sentit un sentiment d'utilité l'envahir, un sentiment dont elle avait rêvé au milieu du chaos de sa vie. Mais alors que le rassemblement atteignait son apogée, une soudaine agitation a éclaté au fond de la foule. Élodie plissa les yeux pour voir ce qui se passait. Un groupe d'hommes, manifestement partisans de Gérard, s'était frayé un chemin, le visage tordu par la colère. « Fais-la » cria Théon. « Elle n'est qu'une menteuse. » Le cœur d'Élodie s'emballa en voyant Luc s'avancer, prêt à la défendre. « Reculez » cria-t-il, sa voix pleine d'autorité. « Il ne s'agit pas seulement d'elle, il s'agit de nous tous. » La tension s'est intensifiée à mesure que les deux groupes s'affrontaient, les cris retentissant tandis que les hommes tentaient de se frayer un chemin à travers la foule vers la scène. Élodie ressentait un élan de peur mais aussi une farouche détermination. Ce fut un tournant, un moment où elle pouvait non seulement se défendre, mais aussi défendre tous ceux qui avaient été réduits au silence. « Arrête !» cria Élodie, sa voix traversant le chaos. « Ce n'est pas comme ça que nous faisons les choses. Nous n'aurons pas recours à la violence. Nous sommes ici pour lutter pour la justice, pas pour nous déchirer. » Ces paroles semblaient résonner et la foule commença à réagir à l'agression, créant une barrière entre elle et les partisans de Gérard. Luc se tenait à côté d'elle, sa présence comme un ancrage constant au milieu de la tourmente. Peu à peu, les cris se sont calmés et la foule a commencé à reprendre le contrôle. Élodie sentait l'énergie changer, une détermination collective se solidifier dans l'air. Elle se rendit compte que leur combat n'était pas seulement contre Gérard mais contre l'idée même d'exploitation qui avait trop longtemps persisté sous silence. En regardant les visages de sa communauté, elle a vu la détermination se refléter sur elle. C'était leur moment, leur combat pour la justice. Et ensemble, ils ne reculeraient pas. À ce moment-là, Élodie a compris que son voyage ne consistait pas seulement à sa propre libération, mais aussi à déclencher un mouvement qui pourrait changer le tissu de leur société. Elle a ressenti un sentiment renouvelé de détermination, un feu dans son cœur qui la guiderait vers l'avant. Leurs voix seraient entendues. Leurs histoires seraient racontées. Et ensemble, ils affronteraient les ténèbres qui menaçaient de les consumer tous. Le soleil était bas dans le ciel, projetant une chaude teinte dorée sur la petite ville française au fur et à mesure du déroulement du rallye. Élodie se tenait devant la foule, le cœur battant dans la poitrine, un mélange électrique de peur et de détermination coulant dans ses veines. Les chants de « justice pour Élodie » résonnaient autour d'elle, une puissante vague de solidarité qui à la fois lui remontait le moral et pesait lourdement sur sa conscience. Elle sentit sur elle les yeux des habitants de la ville, certains remplis d'espoir, d'autres de scepticisme. Parmi eux, son père, Pierre, se tenait à l'écart, son expression tumultueuse mêlée d'anxiété et de regret. Alors que la tension dans l'air s'épaississait, le son lointain des sirènes transperçait les champs, et peu après, des véhicules de police arrivaient, leurs feux bleus clignotant de façon menaçante. Le cœur d'Élodie se serra. Elle avait espéré une manifestation pacifique, un moment pour que sa voix soit entendue sans que la main lourde de l'autorité ne pèse sur eux. Mais maintenant, alors que les policiers commençaient à sortir de leur voiture, elle pouvait voir l'incertitude sur les visages des personnes rassemblées. L'atmosphère a changé, ce qui était autrefois un rassemblement de forces semblait désormais précaire. « Élodie. Il faut bouger !» insista Luc, sa voix s'élevant à peine au-dessus de la foule. Il a été à ses côtés tout au long de cette épreuve, son soutien indéfectible étant une lueur d'espoir. Mais même lui avait l'air inquiet à présent, scrutant la scène à la recherche d'éventuels problèmes. « Non, nous ne pouvons pas reculer maintenant, Luc, répondit-elle, sa voix ferme mais empreinte d'une pointe d'appréhension. C'est notre moment. » Elle pouvait voir son père bouger inconfortablement, sa bravade antérieure s'évaporant face aux officiers qui approchaient. La détermination d'Élodie s'est durcie. Il ne s'agissait pas seulement d'elle, il s'agissait de tous ceux qui avaient souffert en silence, de récupérer leur voix dans l'ombre de l'exploitation. La police a commencé à se déplacer dans la foule, sa présence imposante. Élodie inspira profondément, se raidissant et s'avançant, levant les mains pour attirer l'attention. « Écoutez-moi » cria-t-elle, sa voix étant claire malgré le chaos. « Nous sommes ici pour une raison. Gérard n'a pas seulement exploité moi, mais bien d'autres dans cette ville. » Ces paroles ont déclenché une nouvelle vague de colère parmi la foule,
un déferlement de voix s'élevant en signe d'accord. Ne laissons pas la peur nous faire taire. A poursuivi Élodie, sa passion enflammant encore plus la foule. Nous méritons d'être entendus. Nous méritons justice. La foule a répondu en rugissant, leur voix formant un chœur puissant qui remplissait l'air d'un sentiment d'unité. Mais parmi la ferveur, elle aperçut son père, le visage pâle, les yeux écarquillés par la réalisation. Il commençait à comprendre la gravité de ses choix, le poids de sa complicité dans l'exploitation même contre laquelle il se rassemblait. « Élodie !» cria Pierre en poussant vers elle à travers la foule. « Vous devez arrêter ça. Vous ne comprenez pas le danger que vous nous faites courir. » Sa voix tremblait, la peur se lisait dans ses yeux. « Danger ?» répliqua Élodie, la voix montante avec indignation. « Vous pensez que le danger est dehors ? Le vrai danger était dans notre maison, dans les choix que vous avez faits. Tu as choisi de me vendre à Gérard, et maintenant tu veux que je garde le silence ? » La foule resta silencieuse pendant un moment, ses paroles suspendues lourdement dans l'air, et pendant un instant fugace, elle vit une lueur de honte traverser le visage de son père. « Élodie, s'il te plaît » commença-t-il, mais elle l'interrompit, le cœur battant alors qu'elle lui faisait face, la détermination flamboyante dans sa poitrine. « Non, papa. Vous devez entendre ça. Vous devez comprendre ce que vous avez fait. » La voix d'Élodie tremblait légèrement, mais elle tenait bon. « Je ne suis la propriété de personne. Je ne serai pas réduit au silence ou sacrifié pour vos erreurs. » Ces paroles restèrent dans l'air comme une déclaration, et la foule éclata d'applaudissements, leur soutien étant un puissant rappel de sa propre force. À mesure que la police se rapprochait, la tension montait. Un officier s'avança, avec une autorité calme qui contrastait fortement avec l'agitation de la foule. « Nous devons disperser ce rassemblement » annonça-t-il d'une voix ferme mais ferme. « Nous ne pouvons pas permettre que cela dégénère. » À ce moment-là, Élodie sentit une vague de panique l'envahir. Voudrait-il vraiment rompre avec ça? Que arriverait-il à son combat? Puis elle se souvient de la présence encourageante de Luc à ses côtés, de la force de la communauté rassemblée autour d'elle. Elle n'était pas seule dans ce cas. « Alors parlons à la presse !» cria Élodie, sa voix perçant à travers le malaise grandissant. « Faites-leur entendre notre histoire. Laissez-les voir la vérité. » Elle se tourna vers l'officier, le regard féroce. « Vous ne pouvez pas nous faire taire. Nous avons le droit d'être entendus. » L'officier hésita, visiblement surpris par son attitude de défi. Derrière lui, les autres officiers échangèrent des regards, ne sachant pas trop comment procéder. La foule s'est mise à scander le nom d'Élodie, leur voix gonflée comme une marée, nourrissant son courage. Soudain, comme si le destin était intervenu, une silhouette émergea de la foule, une journaliste bien connue nommée Camille, son appareil photo à la main et un air inquisiteur sur le visage. « Élodie. Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, reconnaissant instantanément la gravité de la situation. « J'ai entendu parler du rassemblement et je voulais en parler. »« Camille !» s'exclama Élodie, le soulagement l'envahissant. « Vous devez nous aider. Nous luttons contre Gérard et l'exploitation des jeunes femmes dans notre ville. Mon père pensait pouvoir me vendre, mais nous n'allons pas permettre que cela arrive. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent sous le choc. Sans perdre une miette, elle a levé sa caméra et a commencé à filmer. C'est exactement le genre d'histoire qu'il faut raconter. Ne t'inquiète pas, Élodie. Je ferai en sorte que votre voix soit entendue. Avec la presse désormais impliquée, la police s'est retrouvée dans une position difficile. L'officier qui avait initialement commandé les lieux échangea un regard avec Camille, et après un instant d'hésitation, il recula, permettant au rassemblement de continuer. La foule a éclaté de joie, le moral remonté par cette tournure inattendue des événements. Au fur et à mesure que le rassemblement avançait, Camille a commencé à interviewer les participants, capturant leurs histoires et leurs cris de ralliement. Élodie ressentit un élan d'espoir, c'était une chance d'exposer la vérité, de mettre en lumière les ténèbres qui avaient tourmenté sa vie et celle des autres. Forte de sa confiance retrouvée, elle revint sur la scène de fortune, sa voix ferme et inébranlable. « Aujourd'hui, nous sommes unis non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été réduits au silence, pour ceux qui ont souffert dans l'ombre. » A-t-elle déclaré, la foule répondant par des rugissements d'approbation. « Nous n'aurons pas peur de dénoncer ceux qui nous exploitent. Nous nous battrons pour nos droits et notre dignité. » À ce moment-là, comme si l'univers s'était parfaitement aligné,
l'histoire de Camille a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, gagnant rapidement du terrain. Le hashtag Justice for Elodie est devenu populaire, attirant l'attention des militants et des journalistes de tout le pays. Les paroles d'Elodie ont trouvé un écho auprès de nombreuses personnes, suscitant des conversations sur l'exploitation et la nécessité de changement. Pendant ce temps, Pierre regardait depuis le banc de touche, le cœur lourd de culpabilité et de regret. Il n'avait jamais eu l'intention que les choses dégénèrent à ce point. En écoutant sa fille parler, il a ressenti une profonde douleur dans la poitrine, réalisant que ses actes avaient trahi sa confiance et sa dignité. Il pouvait voir la détermination dans ses yeux, la force qu'elle avait trouvée en elle-même, et cela le secoua profondément. « Elodie » cria-t-il en s'avançant à nouveau, la voix tremblante. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu ça pour toi. » « Tu pensais quoi, papa ?» l'interrompit-elle, sa voix féroce mais teintée de tristesse. « Que tu pourrais acheter ma liberté en vendant mon corps ? Tu as été aveuglé par ton désespoir, mais je ne te laisserai pas m'entraîner avec toi. » La foule se tut, le poids de ses paroles s'imprégnant. La vue de l'expression brisée de Pierre ne fit qu'alimenter la détermination d'Elodie. « C'est un tournant, dit-elle, la voix s'élevant à nouveau. Nous ne sommes plus des victimes. Nous sommes des survivants et des guerriers du changement. » Alors que le rassemblement se poursuivait, la police s'est retirée et le poids du moment s'est transformé en un puissant mouvement de solidarité. Elodie ressentit une bouffée d'espoir, sachant qu'ils étaient au bord de quelque chose d'important. Juste au moment où il semblait que la bataille tournait enfin en sa faveur, une agitation éclata aux abords de la foule. Elodie se tourna et vit Gérard se frayer un chemin à travers la foule, le visage tordu par la rage. « Quelle est cette absurdité ?» cria-t-il, sa voix ruisselant de mépris. « Tu penses que tu peux me défier ?» La foule se tendit, son enthousiasme d'antan se transformant en une peur palpable. Le cœur d'Elodie s'emballa, c'était la confrontation qu'elle redoutait. Mais elle refusait de laisser la peur s'installer. « Gérard !» cria-t-elle, sa voix ferme malgré la tension. « Il s'agit de vous et de votre exploitation. Vous ne nous intimiderez plus. » Les yeux de Gérard se plissèrent et Elodie put voir la noirceur en lui, le désespoir et la colère qui alimentaient ses actes. « Tu penses que tu peux me détruire avec ton petit rallye ? Tu n'es rien d'autre qu'un enfant qui joue avec le feu, » cracha-t-il en se rapprochant. Mais avant qu'Elodie ait pu répondre, Camille est intervenue, caméra en marche. « Tu es filmé, Gérard. Vos menaces ne passeront pas inaperçues. Le monde verra qui vous êtes vraiment. »